Ok, bienvenue sur ce nouvel épisode de Blabla Basket. Et aujourd'hui, on va parler donc de Kyrie Irving qui semble out pour la saison, en tout cas qui a été décrété comme out pour la saison suite à une blessure au niveau du ligament croisé, donc rupture du ligament croisé qui est intervenu dans son match. Donc on va venir décrypter un petit peu la blessure, parler un petit peu des mécanismes de lésion du ligament croisé, des critères de choix pour l'opération ou pas opération. Et ensuite, on parlera bien sûr des principaux axes de rééducation sur un croisé. Donc je vais laisser Julien commencer sur le joueur, ce fabuleux joueur. Bah là, comme d'habitude, hein, mon cœur en a pris un coup, hein. C'est vraiment un de mes basketteurs préférés avec qui j'ai grandi. Alors, même si ça va faire grincer des dents, pour moi, c'est le basketteur, donc le meneur actuel qui a la meilleure dextérité au monde, au niveau de ses skills, ses crosses. Il est moins fort que Curry, oui, mais au niveau du dribble, il nous a fait vibrer. Il a inventé des crosses, donc vraiment poste de jeu meneur. Au niveau de la taille, il est pas non plus très très grand, je crois. Il fait moins d'un 95. Il a été une fois champion NBA avec LeBron. Il a ramené la bague à Cleveland, donc grosse performance. Et ces dernières saisons, depuis ce titre justement, il a eu quelques soucis et sa carrière était quand même collectivement beaucoup plus difficile, mais en tout cas, il nous a fait vibrer et il continue à nous faire vibrer par tout ce qui est au niveau du cross. Son dernier tir de la win pour Cleveland en finale NBA aussi est hyper connu, hyper fort à 3 points. Bon passeur malgré son agressivité au panier, grosse vision de jeu. Par contre, physiquement, des gros pépins depuis plusieurs années, hein. Il y avait une petite stat, je crois qu'il y a très peu de saisons NBA où il a fait plus de 60 matchs, sachant qu'une saison NBA c'est 82 matchs, donc ouais, des petits pépins à répétition. Qu'est-ce qu'il a eu comme blessure? Alors, c'est simple, c'est une liste de courses pour une famille de 6 personnes. On a de l'épaule, de la cheville, du genou, on a eu des yeux, on a même eu des soucis aux yeux. Je recheck juste les documents. Mais alors, on a dû. Ouais, il a eu pas mal de lésions musculaires aussi ces dernières années. Mais grosso modo, par rapport à ce que je viens de citer, c'est déjà pas mal. Et c'est toujours sur la même jambe? Oui, alors sur tout ce qui est cheville et genou, c'est toujours la jambe gauche. Ok. Donc, dès 2014, il a eu mal au genou quand il était encore à Cleveland. Il se fracture la rotule lors du match lors des finales NBA en 2015 contre les Golden State Warriors. Donc là, ça avait déjà pas mal commencé. Donc, grosse blessure, même si en 2016, il fait finale derrière et il gagne, hein, donc avec ce gros tir dont on a parlé juste avant. En 2018, les Boston Celtics font que du stop and go avec lui, il s'arrête, son genou a besoin d'être reposé, rechargé, il reprend, ça va de nouveau pas. Ils essayent de repousser l'opération. Au début, ils disent qu'il est juste en train de manager la quantité de volume, alors qu'au final, 3 semaines après, il l'opère, soi-disant pour enlever un fil. Et au final, ça se transforme ils enlèvent des vis et il a 4 à 6 mois d'absence. Et du coup, la saison 2018 est morte pour lui. Donc, ça a été ça à répétition. Il avait nouveau mal ces dernières années à son genou. Il a même tenté de devenir végétarien, je crois, depuis 2023-2024. Il avait tellement eu d'échecs thérapeutiques, on va dire. Il en est arrivé à changer l'alimentation. Ouais, il en est arrivé à changer son alimentation. Dans ce que je t'avais envoyé, c'était quoi, 2024-2023? Ouais, c'est ça, 2024. Et bon, semblerait-il, ça n'a pas fonctionné puisque là, on arrive en 2025 et il se passe cette blessure. Donc là, c'est celui qui a le ballon. Hop, on va venir. Alors, à vitesse réelle, on voit presque pas qui s'est blessé. Et ensuite, on va voir au ralenti Ah bah, son c'est le genou. type de joueur, on a vu sur ses crosses, c'est hyper explosif, ça. Donc là, ça va se passer ici. Donc, il a le ballon. Alors, on le voit pas très bien là sur l'image, mais sa jambe droite, elle fait un premier impact contre un joueur. C'est pas elle qui va être blessée, hein, mais elle va faire un premier impact Ouais, ici. là, Voilà. tac, un peu Donc là, il y a déstabilisé. l'impact. Et ensuite, il y a la deuxième jambe. Alors, attention aux âmes sensibles, hein, hop, là, impact ici avec l'autre jambe qui va partir en hyper extension complète. Waouh. Je pense que je sais pas si on a une image de profil, mais de profil, ça doit donner un truc Et, ouais, il y en a assez une, dingue. ça fait penser un peu à Kingsley Coman à l'époque avec le Bayern au foot. Il y avait une image comme ça où son genou, il est parti totalement en arrière, Mm. mais lui, il n'avait pas eu les croisés. Ah Il a ouais? eu une rupture de la capsule postérieure et Mhm. l'œdème articulaire, mais le croisé n'avait pas pris. Il n'avait pas dû aller suffisamment en hyperextension. Après, son genou était en meilleur état. Ouais, là, c'est vrai qu'il doit plus y avoir grand-chose dans le genou, il a pas tenu. Donc, du coup, hyper extension, il sort en boitillant. On notera quand même que le gars va tirer ses lancers francs. Big up à Neymar, toujours, hein. Donc là, il est là. Donc là, le mec tire sans croiser, hein. Et il les met tous?
Je sais pas Ah vu, oui, ouais, je crois qu'il met les deux, bien sûr. mais les deux, ouais. Ça, c'est assez impressionnant. Ça rappelle forcément un peu Kobe Bryant. Et donc là, je sais pas, j'ai jamais eu de croisé, mais je sais pas à quel point ça peut être douloureux. Je sais pas. Moi, Bah, moi, soit mes coéquipiers, soit les joueurs ou joueuses que je coachais, il y en a, ils ont juste senti un stock et ils n'avaient pas plus de douleur que ça. Et il y en a ouais. vraiment, c'est genoux bloqués. Donc, c'est Ok. variable par rapport à ce qu'on va dire, œdème osseux, ménisque, est-ce qu'il y a d'autres ligaments collatéraux touchés. Mais ouais, on peut vraiment tout avoir. Bon, lui, en tout cas, du coup, il a tiré ses deux lancers francs, il les a mis et puis il a dit au revoir. Et donc, on a vu le mécanisme de lésion, là, il est assez simple, c'est l'hyperextension du genou. Donc, si on fait brièvement un petit aparté anatomique, le ligament croisé antérieur, c'est celui-là là, qui ressort en vert. Donc là, j'ai masqué un petit peu, j'ai estompé le fémur pour qu'on puisse voir qu'il part donc, de l'avant du tibia et qui Tibia. va ensuite au niveau postérieur et externe, hein, vers le latéral. Il a une direction antéro-externe. Tac. Enfin, Non, postéro-externe. postéro. Postéro-externe. Donc là, il est ici, c'est lui qui l'a rompu. Et ce qui s'est passé pour lui dans le mécanisme de lésion, eh ben, c'est juste que là, c'est la jambe est à la verticale, est tendue, ben, c'est parti encore plus vers l'arrière, ce qui est venu rompre le ligament. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais on sait que ce croisé, il a quand même plusieurs. C'est pas juste un seul bout, hein, il y a Mhm. plusieurs parties. Et des fois, quand il reste une petite partie qui peut être importante, on verra plus tard, ça peut être intéressant pour la décision chirurgicale ou juste de rééducation sans chirurgie. Mhm. Bon, là, on n'a pas plus d'infos sur qu'est-ce qui a été. Il est opéré, c'est décidé, lui? On sait pas? J'ai, On sait pas pour encore? l'instant, il n'y a rien de clair. Ok. On sait qu'il est out, quoi, c'est tout. Ouais. Donc, du coup, si on revient un petit peu au mécanisme de lésion, alors j'ai essayé de faire un truc un peu clair. En gros, notamment retrouver trois. Donc, le valve, donc c'est valgus, flexion plus rotation externe du tibia. On a le varphi, donc varus, flexion et rotation interne du tibia, et l'hyperextension, donc qui est le cas qui nous concerne. Pour ceux qui ont un peu plus de mal à visualiser, donc le valgus, c'est la rotation interne de hanche associée à une rotation externe du tibia et un déplacement médial du genou. Et le varus, bah, du coup, c'est tout l'inverse, rotation externe de hanche, rotation interne du tibia avec un déplacement latéral du genou. Donc là, en fait, ce qui est important, c'est de noter, donc là, j'ai essayé de décomposer dans le tableau, donc sur le valve. Donc on a notre valgus qui est une rotation interne de hanche et une rotation externe du tibia, associée à la flexion, à la rotation externe du tibia. Donc on voit la prépondérance dans ce genre de lésion de la rotation externe du tibia et de la flexion, puisqu'elle est aussi présente sur le valve, où on a valgus, donc rotation interne de hanche, rotation externe du tibia, et flexion, rotation externe du tibia. Donc on a soit une grosse rotation interne du tibia associée à la flexion, soit une rotation externe du tibia associée à la flexion. Donc à partir de là, nous on est sur une hyperextension, on sait que le croisé est lésé, on sait que en gros les fonctions du genou qui vont être importantes, ça va être ces rotations tibiales et cette flexion. Donc ça nous amène ensuite à la partie rééducation, mais avant de passer par là, moi j'aimerais qu'on fasse un petit point parce que quelque chose qui m'a toujours un peu travaillé, c'est la décision chirurgicale. C'est vrai que globalement, dans le milieu sportif, même amateur, hein, sans aller chercher les sportifs de haut niveau, qui dit rupture du ligament croisé dit forcément opération. Moi, je trouve que c'est un petit peu rapide. Je pense qu'il y a plusieurs comment dire, critères à prendre en compte. Alors du coup, forcément, je suis allé chercher un peu dans la littérature. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'études de qualité. En fait, ce qui revient, il y a pas mal de méta-analyses ou de revues de littérature qui ont été faites sur le sujet où on compare opération, enfin chirurgie et pas chirurgie. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a très peu d'études de qualité, ce qui fait que les résultats, ils sont pas forcément fiables. Les résultats, ce qu'ils donnent, c'est qu'il n'y a pas forcément de supériorité de la chirurgie par rapport à la rééducation sans chirurgie. Mais à chaque fois, ils précisent que c'est biaisé, que les résultats sont pas forcément stables. Là, il disait que là encore, il n'y a pas tellement de différence entre le groupe chirurgie et le groupe non-chirurgie, mais que la chirurgie permettait quand même d'avoir généralement une plus grande stabilité, mais par contre un temps de rééducation qui est plus long. Donc, dans l'ensemble, on ne sait pas trop, mais en tout cas, je trouve que la question devrait se poser et qu'elle ne se pose pas suffisamment. Au niveau des critères à prendre en compte, forcément, il y a l'âge de l'individu, il y a le sport pratiqué, le niveau de compétition. On va retrouver également, est-ce qu'il y a des lésions associées ou est-ce que c'est juste une lésion du ligament? Est-ce que les ménisques sont touchés ou pas? Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, sport, niveau de pratique, lésions associées et les antécédents du genou. Bon, là, pour le coup, ça peut être pris en compte pour. Il est déjà passé 3 fois sur le billard pour ce genou-là. Hmm.
On va dire, on en parlera après, mais quand tu vois que tu as autant de trucs au même genou, en termes de, sans rentrer dans le résultat de la chirurgie, la rééducation, il faut quand même se poser des questions. Euh, Là, il se blesse à chaque fois sur des mécanismes où il n'y a pas trop de contact, quoi. La Hmm. rotule, il avait eu fracture de la rotule, mais il n'y avait pas eu de contact. Là, il se reblesse. Alors, il y a un tout petit contact à droite, mais là, j'ai vu des vidéos passer où il parlait de l'empilement articulaire, il a son tronc qui tourne, ok, ça c'est très théorique, mais c'est un athlète de haut niveau, il doit être capable à un moment donné d'avoir un tonus musculaire suffisant pour redresser cette hyperextension, ou du moins limiter le croisé. C'est compliqué quand en France on discute un petit peu, les très peu de chirurgiens qui sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas tout le temps opérer. Donc il y a le professeur Dejour à Lyon là qu'on trouve souvent en formation. Ça dépend là où ça a pété, comment ça a pété, mais après un chirurgien opère, donc Ouais. malheureusement je pense pas qu'on soit le pays où on a le plus d'avancées là-dessus. Ouais, alors pour le coup, là, j'avais en regardant, ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est une étude qui a été faite sur un joueur de foot professionnel. Alors, c'est du foot, hein, c'est pas du basket, mais ça reste un sport avec changement de direction, qui font partie notamment des critères, hein. Généralement, on dit si vous avez un sport à pivot avec changement de direction, bah, c'est opération, ski, basket, football, etc. Bon, là, c'est sportif de footballeurs professionnels qui ont du coup pas opéré. Et du coup, bah, c'est ce qu'ils disaient dans l'étude. Ils disaient que très peu de choses ont été faites sur la prise en charge des ruptures du ligament non opérées. Ça montre évidemment qu'on peut avoir un retour au sport sans avoir d'opération. Bon, là, ils ont dit en 8 semaines, bon, pas obligé d'aller aussi vite, quoi. Mais le follow-up, il n'est pas énorme. On n'a pas une donnée très très large sur comment ça s'est passé dans la suite de sa carrière. Mais en tout cas, il y a des exemples de personnes qui sont revenues au sport de haut niveau dans des sports à pivot sans avoir fait de chirurgie sur le croisé. Il y en a un dans le basket. Ouais, il y Ouais. a Dejuan Blair qui a joué avec Tony Parker aux Spurs. Après, il était à Dallas, à Washington. Lui, il a joué sans des deux côtés, il s'est fait les croisés. À chaque fois, il a réussi à ne pas se faire opérer en bossant dur, hein. Il le dit, il n'était pas tranquille avec des petites électrodes. Non, non, il a Ouais. passé des gros moments à la salle. C'était long. Mais derrière, il n'a pas eu de rechute. Il n'a pas eu de rechute et il a fait une carrière NBA. Je vais te dire la durée de sa carrière, mais elle est pas négligeable. Déjà, il a pris une bague aux Spurs avec Tipeee. Et sa carrière, elle dure quand même. Il est drafté en 2009 et il joue jusqu'en 2016 au Wizard. Alors oui, ça peut paraître pas énorme, mais il arrive quand même à faire 7 ans sans croiser, ce qui est pas mal. Et après, je ne sais pas où il est allé, j'ai pas les autres infos. Il est peut-être allé en Europe, en Chine, on ne sait Ouais. pas. Mais il a quand même pu jouer. Et il a eu un titre. Et oui, oui, il a eu des titres avec les Spurs, hein. Il a eu Ok. des titres avec les Spurs. Donc après, je pense qu'on n'est pas en train de dire que tu as les croisés, il ne faut pas se faire opérer. C'est pas Oui, ça oui. qu'on est en train de dire. Il y a plusieurs facteurs. Je pense, comme tu as dit, il y a quel type de lésion? Est-ce qu'il y a des lésions associées? Est-ce que toi, de base, musculairement, tu es une personne, tu te décris comme. C'est un peu trop. C'est pas très précis comme mot, mais est-ce que tu es costaud? Est-ce que tu es fort musculairement? Tu as des bonnes capacités physiques? Et après, la dernière, c'est. Il y a aussi la pression. Là. Il y avait le kiné de l'équipe de France qui disait quand Hernandez il se l'est fait à la Coupe du Monde C'est foot, ouais. au Qatar, au bout d'une heure, il y avait son portable, il faisait que sonner. Il y avait tout le monde qui voulait qu'il se fasse opérer en moins de 48 heures pour que le club derrière puisse l'espérer au bout de 7-8 mois de retour. Alors qu'on sait très bien que le but, c'est pas d'opérer direct, il faut mieux attendre quelques jours, hein, pour limiter l'œdème, pour retrouver de l'activité musculaire, parce qu'on sait qu'une opération derrière, ça a des inhibitions, etc. Donc dans le sport de haut niveau, il n'y a pas toujours, malheureusement, la bonne décision, on va dire, pour le joueur qui est prise. Il y a beaucoup de paramètres aussi qu'on ne maîtrise pas, mais Ouais, voilà, après nous, c'est sûr qu'on parle dans un monde idéal, voilà, assis sur notre chaise, en tant que théoricien. En pratique, c'est sûrement plus compliqué, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est une question qui se pose pas trop et qui pourrait se poser plus souvent dans le monde du sport. Donc là, on a parlé de la rééducation. On va voir un petit peu les différents problèmes que peut proposer. Voilà, ça c'est. Après un LCA, c'est les différentes choses qui. Donc là, c'est après opération. Donc forcément, après une opération du LCA, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, ça va être éviter la rechute. La deuxième, c'est d'éviter l'installation de l'arthrose au niveau du genou. On sait que c'est quelque chose qui est très très fréquent après l'opération du genou. Donc
Lors d'une blessure du ligament croisé, on va avoir les facteurs associés qui peuvent être au niveau des structures, donc des dommages au niveau des ménisques, des dommages au niveau du cartilage. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ouais, Euh, autant fémoro-tibial que fémoro-patellaire, hein. Il y a pas mal de basketteurs sur les, je sais pas pourquoi au basket, mais qui ont le cartilage qui est très usé de façon punctiforme sur le cartilage fémoro-patellaire, donc entre la rotule et le fémur. Ça crée des grosses douleurs sur la réduque derrière. Bah, du coup, ouais, donc il y a ça à prendre en compte. Après, il y a les facteurs biologiques, donc tout ce qui est lié à l'inflammation. Donc là, il parle des cytokines, des biomarqueurs moléculaires, etc. Il y a les facteurs neuromusculaires, puisque ça, je pense que c'est probablement le facteur le plus important dans la rupture du croisé. Au-delà de la stabilité, on sait que le ligament croisé au niveau du genou, c'est le plus gros pourvoyeur d'informations sensorielles et motrices jusqu'au cerveau. Il y a énormément de récepteurs dans cette structure, et quand il est rompu, on a c'est comme si le cerveau perdait son informateur au Faire niveau un de. œil, quoi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très très important. C'est très très pour moi c'est le point clé dans une rééducation du LCA parce que tout- tous les problèmes qu'on peut rencontrer derrière et qu'on regroupe dans le terme soit proprioception, même je pense honnêtement que l'AMI elle peut être le fait qu'on ait des muscles qui soient complètement inhibés. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'il y ait plus de feedback au niveau du croisé. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Et forcément, après, il y a les facteurs mécaniques. Sur les structures qui stabilisent, forcément, le croisé, bah, s'il est présent, c'est qu'il est là également pour jouer un rôle de stabilité. On a vu que l'opération, ça permettait souvent une plus grande stabilité que l'absence d'opération. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ouais, Donc des là, fois, t'as un vrai jeu, quoi. Tu te poses pas la question. Je ah sais oui. pas, ça dépend, mais t'as des fois chez des gens, ils ont le croisé, bam, t'as, je sais pas, 3-4 centimètres sur ton mouvement. Tu dis, OK, là, quand il se relâche, tu peux pas ne pas opérer. Et t'en as, ils ont le même diagnostic. Et sur les tests, tu te dis, tu sens que c'est l'arrêt retardé, mais il est dur. Donc, on n'est vraiment pas tous égaux là-dessus. Ah non, bah, puis après, je pense que, comme tu dis, il y a une partie déjà génétique sur quelle est la stabilité du genou. Il y a une partie musculaire, parce que si jamais je reprends au niveau anatomique, là, donc là, j'ai mis ça juste pour parler un petit peu du croisé, mais pour se rendre compte un petit peu de la quantité de muscles qu'agit sur ce genou. En fait, la question, voilà, c'est un peu ce que tu dis, c'est à quel point on a des structures musculaires autour qui sont capables de venir compenser l'absence du croisé, donc au niveau du quadriceps, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des adducteurs, au niveau du mollet triceps sural. Enfin, il y a du monde dans le coin, donc il faudra. T'as des chires qui parlent même de naissance. Il y en a qui ont la pente du plateau tibial légèrement inclinée, ce qui mettrait un plus gros bras de levier. Ils parlaient aussi de ça génétiquement pour avoir un facteur de prédisposition. C'est pas le seul, hein, mais Alors du coup, là, pour ce que tu racontes, que j'essaie un peu de le mettre, donc en gros, la pente tibiale, hein, t'as dit. du plateau tibial. Ah, la pente du plateau tibial, donc on est là-dessus. En gros, le plateau tibial, on est ici. Donc voilà, il y a les ménisques je vais les enlever. On va dire c'est plus ou moins horizontal. Et en fait, par rapport à ça, du coup, ça mettrait déjà Voilà. une prétention sur le croisé. Le plateau tibial, c'est ça. Chut. Et donc là, c'est plus, comme tu dis, plus ou moins horizontal, mais chez certaines personnes, du coup, tu disais la pente est plus ou moins raide, en fait. Et ça Ouais. mettrait directement un impact sur le croisé. Ouais, donc génétiquement, déjà, je pense qu'il y a des prédispositions. Ensuite, par rapport à l'entraînement et au vécu sportif, musculairement, il va y avoir plus ou moins aussi d'adaptations qui vont être créées et le genou va être plus ou moins stable. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Après, évidemment, si tout est broyé dans le genou, bah, l'opération, elle est inévitable. Mais c'est une question qui se pose. Parce que qui dit opération derrière dit opération, intervention dans le genou, il va y avoir l'œdème, il va y avoir l'inflammation, il faut éviter, il faut récupérer l'extension, on va avoir des degrés, enfin comment on va dire ça, des stades de flexion à respecter par rapport un petit peu à la cicatrisation de la greffe. Tu vas pas pouvoir aller aussi vite, donc tu risques de perdre aussi un petit peu en flexion. Tu as la rotation qui va être souvent perdue. Donc Et bon, Kyrie, il a eu deux. La première fois, ils se sont enlevé un fil de la fracture de la rotule parce que ça le gênait. Et il se fait réopérer une deuxième fois parce qu'il se rend compte que les vis ont créé une sorte d'inflammation qui a créé une infection autour de la vis. Du coup, il a dû se faire 2 interventions pour enlever le matériel. hmm. En plus des conséquences que tu viens d'évoquer, qui sont énormes pour nous comme taf au niveau du kiné de la prépa, si derrière tu dois encore te refaire réopérer derrière, Ouais. le corps il va pas apprécier. Non, non, je pense que c'est pour ça que je voulais évoquer un petit peu voilà, ce point-là sur sur la décision de la chirurgie ou pas, parce que je trouve que, il faut en discuter, c'est quelque chose qui est important. Donc bon, partons du principe que, il y a eu opération, derrière, il y a forcément rééducation. Et là, on va rentrer
dans un autre domaine, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui me semble hyper pertinent, c'est le fait que le joueur là s'est blessé sans contact. Donc ça veut dire que techniquement, c'est simplement les structures au niveau de son genou qui n'ont pas été capables d'encaisser les contraintes que lui-même a imposées. C'est-à-dire qu'il n'y a Mm. pas, il y a pas de contraintes extérieures qui sont venues sur le genou, contrairement par exemple au croisé que s'est fait Antoine Dupont pendant son match de rugby, où lui il a pris une charge sur le genou venant d'un joueur extérieur, où là, bon, bah là, si tu veux, c'est la faute à pas de chance. Là, c'est son propre corps qui génère une certaine énergie, qui évolue dans un environnement qui est celui qu'il est, mais qui n'a pas changé, quoi, et qui n'a pas été capable de supporter ce qui a été produit. Donc ça montre que pour moi, il y avait déjà une faiblesse au sein de ce genou, alors sur le croisé ou sur les tissus conjonctifs autour du genou ou sur le tissu musculaire autour du genou, mais ça montrait déjà une certaine faiblesse au niveau du genou parce que sinon, il n'y a pas de raison de se blesser sans contact extérieur. Et après, je pense que c'est nous, quand on parle de prévention du croisé, on n'arrivera jamais à dire OK à 100%, mais c'est ce type de sans contact que nous, on peut essayer de limiter ou du moins Mhm. diminuer les risques. Parce que, comme on a dit, sur Antoine Dupont qui prend 120 kilos Ah oui, en cours sur le genou, mais c'est pas la même chose. Et sa cheville a eu pas mal de trucs à Kairi, ses ischios, donc tout ce qui est autour genou, cheville, hanche, là-dessus, ce serait un gros axe de travail. donc là, du coup, au niveau de la rééducation, je vérifie. Voilà. Bon, là, c'est en gros, c'est quelque chose de très basique, hein, mais c'est les premières recommandations. Donc, forcément, retrouver les fonctions du genou. Pour ceux qui ont déjà vécu une opération sur un LCA, la première chose qu'on va essayer de lutter, c'est contre le flessum. Donc, essayer d'être sûr de retrouver une extension complète. Derrière, ils disent d'adresser également, et ça c'est hyper important, il faudra absolument qu'on en parle, l'impact psychologique, parce que j'ai l'étude, je sais plus laquelle c'est, ouais c'est ici, ça c'est fou ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu t'intéresses aux raisons pour lesquelles les personnes ne... En gros, il y a 25% des personnes, dans l'étude en tout cas, qui ont été opérées du croisé, qui sont pas revenus à leur sport, qui n'ont pas fait de retour au sport. Et sur ces 25%, il y en a 45% qui ne l'ont pas fait pour des raisons liées au genou, et il y en a 55% qui l'ont fait pour des raisons psychologiques. Wow. Donc ça veut dire qu'en gros, tu... Ah, c'est pas mal. C'est récent, ça? Oui, oui, normalement, ce que je vois, tu vois, 2024. Ah, Nick, intéressant. Putain. Ouais. Et c'est quand même fou de savoir que sur les personnes qui reprennent pas le sport, il y en a 5 plus de la moitié, elles le font pas, non pas parce que le genou, il peut pas le supporter l'activité, mais juste parce que psychologiquement, elles se sentent pas aptes à reprendre le sport. Donc, vraiment, dans la rééducation, c'est un truc auquel on pense pas forcément, mais gérer l'aspect psychologique, l'appréhension, la peur, le fait de retourner sur le terrain, etc. C'est pour ça que moi, j'aime bien que quand c'est des athlètes, etc., qui restent un minimum avec l'équipe. C'est-à-dire que même s'ils peuvent pas s'entraîner, qu'ils continuent à aller sur le terrain, qu'ils continuent à participer, parce que bah, il faut qu'ils restent dans le milieu pour justement lutter contre ce phénomène-là où l'aspect psychologique doit vraiment être pris en compte. Donc ça, c'est pour ça qu'à mon avis, ils l'ont mis dans les recommandations. Et évidemment, prévenir les futures lésions du genou. Et donc ça, c'est ce qu'on parlait au niveau de l'arthrose du genou, parce que ça, c'est quelque chose de très commun. Ensuite, si on part ensuite là, oui, alors ça, je trouvais ça intéressant, c'était... en gros, ils sont intéressés à savoir quelles étaient les différentes forces qui pouvaient agir sur le ligament croisé antérieur et à quel moment il était le plus sollicité. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ils en savent pas des masses en fait. Euh, Ils savent que globalement, c'est le principal mécanisme, c'est forcément la translation antérieure du tibia, donc le fait que le tibia veuille avancer et du coup le croisé vient le retenir. Donc si je remets sur le schéma, hop, il faut juste que je remette un croisé. Donc là, le croisé, il est là. Ça, c'est un fémur. Le croisé, il est là. Et donc, le principal mécanisme qui met de la tension dessus, c'est le fait que ce tibia, il veuille avancer vers l'avant. Donc, le croisé va le retenir vers l'arrière, notamment lors de l'extension. Mais il disait que en gros, c'était pas si clair que ça, quoi. Donc, il y avait l'abduction qui gérait en compte. Donc, c'était une rééducation qui devait avoir lieu dans tous les plans au niveau du genou. Mais à Dans les contrario, plans. là, par rapport à ce que tu dis, chirurgicalement, quand ceux qui ont le double discours, c'est-à-dire ils veulent pas opérer systématiquement, un des chers que j'avais vu, il disait bien que lui, ce qu'il regarde, c'est sur un test où tu as le pivot shift, si sur la rotation, tu as un ressaut articulaire, c'est là qu'il se dit, bon, là, il y a moins de stabilité. Mais si tu as le faisceau, du coup, postéro-latéral du croisé qui est encore là, c'est le plus petit des faisceaux, mais le principal a rompu, mais celui-là est encore là.
c'est lui qui va donner la stabilité rotatoire. Et souvent, c'est quand il n'y a plus cette stabilité rotatoire que les gens ils se sentent, ils décrivent ah, je sens le genou qui lâche en marchant, ou j'ai cette sensation d'instabilité dans le genou. On Donc, a ouais. toujours souvent le tiroir, mais du coup, au niveau chirurgical, par exemple, Anthony Réveillère, joueur de foot connu aussi, lyonnais, il a fini sa carrière aussi sans croiser parce qu'il avait encore cette partie-là. C'est le chir qu'il avait suivi qui explique beaucoup ça à chaque fois, mais c'est quand même intéressant. Ouais, ça veut dire qu'en gros, bah, ça revient un petit peu à ce que je disais là sur mon diagramme ici, enfin mon petit schéma ici, c'est-à-dire qu'on a quand même un gros rôle des rotations tibiales sur ce croisé, ce volet rotatoire au niveau tibial, il reste quand même très important. Donc, moi, ma question est pourquoi, quand on a une chirurgie, enfin en tout cas moi, ce que j'ai pu avoir, le premier mouvement que les chirurgiens ils interdisent, c'est la rotation du tibia. Il dit... Moi, c'est vraiment ça, c'est un... Alors, je sais pas si ils le font pour protéger leur travail et la greffe, parce qu'ils ont peur, peut-être, je sais pas, que le kiné aille trop fort sur la rotation et possiblement puisse faire une rupture de la greffe, ou pas, je sais pas. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu une hérésie. Dans les derniers croisés que j'ai eus, je crois qu'on attaquait la rotation à J1, en passif, hein, évidemment. Mais on attaquait la rotation du tibia à J1, où moi, je venais de faire des petits mouvements de, de rotation à J1 de la rééducation pour justement essayer de récupérer le plus rapidement ce volet rotatoire qui me semble hyper important pour la mobilité. Et qui dit mobilité, donc dit la proprioception au niveau du genou. Ah bah, tu vois, moi je le ferais plutôt à l'inverse. Moi je le ferais, mon argumentation serait plutôt de le faire en actif. Bon, ça dépend. Si tu as eu un DIDT, donc le greffon du croisé est une partie d'un ischio-jambier prélevé, je vais attendre un peu plus longtemps parce que voilà, il faut le temps que le tissu cicatrise, etc. Mais si tu fais ta rotation tibiale de façon active, qui est du fait avec les ischio-jambiers qui retiennent le tibia, donc qui mettent moins de Mhm. tension sur le greffon, je vois pas en quoi ça, s'il n'y a pas eu de suture méniscale ou de choses comme ça autour, Mhm. pourquoi ce serait dangereux? Parce que si c'est l'ischio, il retient le tibia, le greffon est raccourci, il y a moins de tension. Tu travailles tes rotations, ça t'aide à regagner en flexion aussi, on le sait, ou en extension. Donc j'attendrai un tout petit peu plus si c'est un DIDT, mais moi aussi je les travaille très tôt, mais avec les ischio-jambiers pour avoir cette sécurité en plus. Est-ce que d'autres chirurgiens dans d'autres pays ont aussi cette réticence par rapport Cette précaution. Mhm. cette précaution par rapport à cette rotation serait intéressant de voir, mais Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas évoqué, donc pour ceux qui le savent pas forcément, quand il y a l'opération du coup au niveau du croisé, il y a une greffe qui doit être prise au niveau. Alors, normalement, on la prélève sur le corps du sujet. Ça peut être des greffons externes, mais la majorité du temps, c'est des greffons du sujet et on peut le prendre à différents endroits. Majoritairement, on va prendre soit le tendon rotulien, soit. Attends, là, je suis en extérieur ici. Hop. Il est apparu, ouais. Soit on va prendre le tendon ici de notre semi-tendineux. Alors DIDT ou DT4. DT4, ouais. c'est en gros c'est ce tendon-là qu'on va plier sur lui-même en 4 fois. Pour DIDT, DT4 et DIDT, c'est droit interne et demi-tendineux. Donc on prend deux tendons. Donc du coup on n'a pas besoin de le plier en quatre. Ça. Et je crois que chez vous à Strasbourg, c'est Fred qui parle souvent de ça. Dans l'est de la France, on a Macintosh et il prélève une partie du tractus iliotibial Voilà. pour ne pas toucher ni au muscle extenseur ni au muscle fléchisseur pour avoir moins d'amis entre guillemets. Et moi qui ai déménagé sur Lyon il n'y a pas longtemps, c'est vrai que j'en vois plus du tout. J'ai l'impression qu'en termes d'amis, alors j'ai des petites stats, hein, c'est purement ressenti personnel, hein. Le Macintosh, donc la technique qu'on utilise plus dans l'est de la France, tu as quand même moins d'inhibition. Ok. Ouais, parce que en gros, c'est hyper intéressant. Moi, c'est vrai que ici dans le sud, ils font quasiment que du DT4. Avant des IDT, maintenant DT4. Donc ils prélèvent sur les ischios. Donc ça touche à l'appareil fléchisseur. Si tu prends le tendon rotulien, forcément, tu touches à l'appareil extenseur. Ok, Même très bien. du tendon quadricipital aussi, j'ai vu là récemment. Ah, si tu prends le tendon quadriceps, j'en parle même pas. Forcément, tu touches à l'appareil. Et donc, du coup, dans l'Est, enfin vous, ils prennent euh, sur la Vive bandelette. l'Alsace! Ils prennent sur la bandelette iliotibiale ici. Donc c'est vrai que du coup, alors ma question est, est-ce que ça touche au niveau de la stabilité transversale du genou? Pour interrogation.
Mais du coup, forcément, vous laissez l'appareil extenseur et fléchisseur tranquille. Donc, du coup, il n'y a pas ce phénomène qui s'installe et qui est, franchement, je Mais à pense, contrario, c'est vrai que de temps en temps, surtout on va dire chez les filles plutôt laxes, euh, un des effets secondaires, ça va être plutôt une sensation de douleur qui ferait un peu type essuie-glace sur les reprises. On va dire chez des personnes qui ont moins de stabilité, moins de capacité musculaire. C'est vrai que ça m'est arrivé plus souvent avec un Macintosh, du coup, d'avoir ça, genre sur la reprise de course, sur le début de la pliométrie. C'est l'effet négatif, par contre. bah, forcément, donc, pour avoir les syndromes essuie-glace, en gros, c'est, on va dire, des douleurs qui se situent au niveau de l'insertion de cette bandelette, donc sur la face latérale du tibia. Et bon, forcément, à partir du moment où on prélève quelque part, il y aura forcément des conséquences et ça doit être pris en compte dans la rééducation. C'est pour ça que la rééducation d'un croisé qui est opéré avec un tendon rotulien ou un tendon quadricipital n'est pas la même que celle opérée avec un DT4 ou un DIDT ou avec un Macintosh, puisque c'est pas les mêmes lieux de prélèvement. Donc forcément, c'est pas les mêmes endroits à venir travailler. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte dans la rééducation. Maintenant, une fois qu'on a, enfin, si on met de côté les problèmes, on va dire, articulaires et d'amplitude qu'il faut retrouver rapidement, l'autre problème qui apparaît fréquemment dans la rééducation des croisés, euh, c'est euh, c'est l'AMI du quadriceps, donc, et notamment du vas médial ici. Donc l'AMI, en gros, c'est Nartrogenic Muscle Inhibition. Donc c'est en gros tout simplement le muscle ne répond plus à la contraction. En tout cas, il n'y a plus de ressenti. Et ça, c'est un gros problème pour le genou, puisqu'on sait que de manière très vulgaire, la santé du genou, elle est vachement reliée à la santé du quadriceps. Si on a une AMI, donc un quadriceps qui ne fonctionne plus très bien, on va avoir des problèmes de genoux. Donc ça, c'est vraiment le combat numéro 2. On va dire que si on arrive à retrouver les amplitudes, le deuxième combat derrière, c'est de retrouver une hypertrophie musculaire, parce qu'on va avoir une fonte musculaire au niveau du quadriceps, et lutter contre l'installation de cette AMI. Et là-dessus, toi, tu gères comment? Je trouve qu'il y a des game changers différents selon les patients nouveaux. Il y a plusieurs techniques. On sait qu'il y a l'isométrie. Il y en a qui utilisent beaucoup le feedback, donc avec des lasers pour avoir des focus, ce qu'on appelle focus externe. Ils vont demander la tâche sans que le cerveau se dise OK, je dois contracter cette partie-là. Il y a l'isométrie, on sait qu'il marche bien aussi. Il y en a qui vont piquer et mettre du courant avec le dry pour essayer de Mm. désinhiber. Je- Franchement, c'est vraiment, je teste selon la personne que j'ai avec moi. Après, on va pas se mentir, s'il y a une rééducation pré-op, en général, il y a beaucoup moins d'AMI, je trouve. Franchement, j'ai très peu d'exemples où il y a une rééducation que j'ai suivie pré-op ou d'autres collègues hein, qui bossent un peu de la même façon et qui ont une grosse AMI après. Je trouve que D'accord. ça, c'est un gros changement. Bosser avant votre réduc, regagner du muscle et du contrôle, vous verrez qu'après, c'est beaucoup mieux. Et ce que j'aime bien faire, moi aussi, je dis toujours à mes patients, la veille de l'opération, ils se mettent une grosse dose, mais vraiment une grosse dose en mode objectif, augmenter le tonus musculaire et avoir de la courbature. C'est très théorique, mais je me dis, si tu montes le tonus juste avant l'opération et derrière l'opération le redescend, bah, tu arriveras à un niveau un petit peu plus haut que si tu n'as rien fait avant et du coup ça chute. Ouais. Ça repose sur pas grand-chose, mais ça peut se tenir, quoi. Ah, tu te mets une cartouche avant, tu augmentes ton tonus et après le gap entre les deux est moins important. Ouais, C'est donc dans l'idée, là, pour lutter contre l'AMI, tu dis, donc là-dessus, moi je te rejoins, hein, donc j'avais noté isométrie longue durée. Essayer de trouver des setups, donc des placements articulaires qui favorisent le recrutement du vas médial. Alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'on va réussir à travailler que le vas médial, ça c'est pour éviter tout conflit, mais on sait qu'il y a des setups qui permettent de favoriser quand même le recrutement du vas médial. Donc isométrie longue sur ces setups-là, les focus externes pour essayer de guider, comme il y a un peu moins de feedback interne, donc c'est-à-dire comme on a au niveau de la proprioception du genou un peu moins d'informations qui remontent au cerveau, on va essayer d'aller les chercher ailleurs et notamment par des feedbacks externes, donc donner des consignes ou des repères au patient pour l'aider à recruter ce vas médial. Et ensuite, ouais, le travail, moi je travaille avec notamment pas mal le tempo pour essayer de avoir cet effet cortical qui peut jouer, donc notamment nerveux, avec ouais. un métronome ou des choses comme ça. Et la dernière chose que je voulais intervenir, parce que je sais que toi tu l'utilises un petit peu, c'est l'utilisation du BFR Oui. pour justement lutter contre cette amyotrophie au niveau du quadriceps, cette atrophie du quadriceps, et essayer du coup du coup de l'hypertrophier pour vite retrouver le volume. Comment toi tu l'utilises? Bah, déjà par rapport à l'étude, tu m'avais envoyé une dernière étude là où ils en parlaient Mm. de l'utilité du BFR. On sait que tu peux le faire même sans, on va dire, l'idée première c'est de faire des squats avec du BFR, mais il n'y a pas que ça.
même chez des gens qui étaient alités, je me souviens d'une étude de 2019, ils avaient mis du BFR 2 fois 5 minutes dans la journée chez des gens alités et ils avaient fait que sur un membre et pas sur l'autre. Et il y avait eu moins de fonte musculaire sur le membre qui avait eu le BFR. Donc les gens, ils ne font rien, ils sont dans leur lit pour X ou Y raison. Ils ont 2 fois 5 minutes dans la journée, il y a moins de perte musculaire du côté où tu fais ça. Donc on sait que ça a un vrai effet. Derrière, tu as un effet antalgique aussi, qui est pas du tout à négliger parce qu'après l'opération, tu as des douleurs, tu as du facteur inflammatoire, etc. Et quand tu as le BFR, tu as moins de doux. On va dire que le temps qui est la compression, ton cerveau est peut-être focus là-dessus, du coup, tu peux faire autre chose. Tu es un peu libéré sur l'autre douleur. Mhm. Donc ça joue. Donc moi, j'utilise pas mal le BFR, pas que ça, il n'y a pas que ça à faire, mais je trouve que c'est une vraie aide. Et par exemple, là où je bosse en ce moment, on n'en a pas. Et sur certains cas, je regrette un petit peu parce que je me dirais, ça pourrait peut-être nous faire gagner un petit peu de temps, tu vois. Bah, du coup, moi, j'avais été forcément chercher dans ce que je connais, c'est-à-dire les études. Bon, là, en gros, ils ont fait des études sur l'utilisation du BFR pour l'hypertrophie et pour la douleur. Parce que c'est aussi un effet un petit peu antalgique, notamment à cause de l'hypoxie et de l'isométrie que ça peut entraîner. Mais en gros, bon, je m'engage pas sur le terme acide lactique ici, mais c'est pas grave. Mais en gros, il disait que l'utilisation de donc, BFR Blood Flow Restriction, c'est donc le fait de mettre une sangle autour de la cuisse, là pour le coup, et de limiter l'afflux sanguin qu'il pourrait y avoir vers le genou. Ça va permettre forcément une accumulation de métabolites, donc de déchets, on va dire, musculaires au niveau du genou, ce qui va ensuite forcer le système à s'adapter à cette recrudescence de déchets, et notamment par l'hypertrophie. On va également avoir une stimulation, donc il disait là, des fibres afférentes. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que comme on a un problème de feedback à cause du croisé, si on peut stimuler des afférences, ça c'est cool. Ça, le fait qu'il y ait le truc cannabinoïde, là, c'est la bêta-endorphine. Et ça, c'est pour la douleur. C'est juste que Mhm. quand les fibres elles se contractent, derrière au niveau de l'hypophyse, ça va sécréter de la bêta-endorphine qui va venir derrière limiter la substance P et qui entraîne la douleur. Donc, pour l'hypertrophie et pour la douleur, moi, il semblerait que l'utilisation du BFR soit intéressante. Donc pourquoi pas? C'est un investissement, mais c'est rentable, semblerait-il. Ouais, la grosse machine, oui, mais après, il y a des manchons connectés, c'est abordable. Franchement, quand on voit le prix de certaines choses dans les cabinets de kiné, je Ouais, pense que ça peut être vraiment un bon investissement. Par contre, là, dans notre cas, Kyrie, on a dit, il est devenu végétarien. ouais. Il y a Chris Paul aussi qui l'a fait, DeAndre Jordan. Ils ont un espèce de lobbying de pseudo-viande. En gros, ça ressemble à une saucisse, ça ressemble à un steak, ça a quasiment le même goût, mais c'en est pas. C'est avec d'autres choses, j'ai pu. Ça s'appelle, en gros, si on traduit en français, ça s'appelle quasiment de la viande. Du coup, ils prennent pas mal ça en complément et toutes les protéines végétales que tu peux connaître. Mais s'il se fait opérer, si on veut regagner de la masse musculaire au début, comme c'est dans le plan, et s'il n'a pas de protéines animales, on sait que c'est Ah chaud. oui, C'est ça comme fixe moins quelqu'un en bien. ce moment qui fait le ramadan et tu veux lui faire de l'hypertrophie. Il est déshydraté, il a moins d'apport protéique au moment où il va faire ça. Donc, on Ouais. sait que ça va pas être facile dans la réduc, ça va falloir vraiment cibler la dette. Alors, il n'y a pas que des protéines animales qui sont importantes pour gagner du muscle, mais ça va falloir le manager aussi. Ça va être Complètement. un petit défi. Complètement. Bon, du coup, si je fais un petit résumé là pour clore un petit peu cet épisode du Blabla Basket, donc on a un joueur qui a eu énormément de blessures sur son membre inférieur gauche et qui, lors du coup d'une hyperextension sans contact, vient de se faire une rupture du ligament croisé. On ne sait pas encore s'il y aura opération, pas opération. On a un petit peu listé les mécanismes de lésion, donc le VARFI, le VALF et l'hyperextension. On a parlé également du choix de la chirurgie ou non et des différents critères à prendre en compte. Encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut jamais opérer. On dit juste que parfois, il est peut-être intéressant de se poser la question en fonction du contexte et de la situation. Et ensuite, on a parlé de la rééducation. Donc la rééducation, la prise en compte du travail sur le tissu conjonctif, puisque si le tissu conjonctif a cédé sans contact, c'est que techniquement, il n'avait pas suffisamment de capacité, donc il va falloir travailler dessus. On sait que les rotations sont importantes pour le genou. On a parlé également de lutter contre l'AMI, donc l'inhibition notamment du vas médial, donc du quadriceps, avec différentes techniques, soit l'isométrie longue, notamment sur des setups, des mises en place qui favorisent le recrutement du vas médial. On a parlé du BFR, l'utilisation de tempo, l'utilisation des différents focus pour essayer d'améliorer les retours d'information du genou, sachant que maintenant il n'y a plus celle qui venait du croisé. Donc on a parlé un petit peu de tout ça et on va suivre un petit peu sa rééducation. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Jus? Ouais, moi je donnerais comme conseil, prenez plusieurs avis, soyez pas trop pressés, que ce soit auprès de chirurgiens, de médecins du sport, de kinés, bien travailler
avant la réduc, pendant la réduc, privilégiez vraiment le fait d'aller chercher vos amplitudes, surtout l'extension, tout ça, pour ce qu'on a dit, lutter contre la mie et pas commencer à squatter, à sauter alors que vous n'avez pas totalement le contrôle du genou, vous allez perdre du temps, vous allez encore créer des douleurs et vous serez jamais totalement serein. Le but, c'est que vous soyez plus fort après qu'avant. C'est un idéal, mais c'est notre but. Et j'en avais un dernier qui je viens d'oublier. Moi, par contre, ça m'a fait penser qu'il faut prendre en compte l'aspect psy qu'on a cité, puisqu'on a vu que sur Exactement. les 25-30% qui ne reprennent pas le sport, on a 55%, c'est pour des raisons psychologiques et pas mécaniques ni physiques. Donc, prendre en compte aussi l'aspect psychologique du patient. Et mon Voilà. dernier, c'est occurrence. Il y a très peu de sports de haut niveau. Avant, on reprend à 6 mois les matchs. Ils ont tous reculé NBA, FIFA dessus. On sait que c'est très difficile. En général, on parle plus de la barrière des 8 mois qui est plus sécuritaire, 7-8 mois pour vraiment reprendre la compétition. Soyez pas trop pressés. Écoutez-vous, écoutez votre ressenti et comme ça, on évitera de possibles rechutes. La phrase, elle s'arrêtait plus. Elle s'arrête pas, elle s'arrête. Bon, en tout cas, merci pour ce temps et ce nouvel épisode. Et encore une fois, si vous avez, on va vous fournir une fiche récapitulative de tout ce qu'on a dit qui sera téléchargeable. Et si vous avez des remarques, des conseils, des choses à améliorer ou des questions, vous pouvez évidemment nous les poser. Ce sera avec plaisir. À bientôt pour un nouvel épisode.